la petite fille a commencé à montrer un comportement étrange envers son professeur et l'échographiste, devenant de plus en plus désenchantée. Au fond d'une ruelle sombre de la Nouvelle-Orléans, où même les lampadaires semblaient trop paresseux pour briller, se dressait une pièce humide et miteuse. Ses murs étaient tachés, et une odeur de moisi et de cigarette flottait dans l'air, comme si elle avait vécu et respiré avec ceux qui la traversaient depuis des décennies. Lucie poussa la porte. Le cadre en bois grinçant émit un long gémissement, comme s'il se plaignait à sa place. Son sac à dos tomba par terre. Elle entra lentement, traînant ses chaussures usées. Elle tenait un devoir de mathématiques, dont la note était marquée d'un rouge éclatant, 3,5 sur 10. Tu es de retour, hein, fit la voix de Déborah depuis l'arrière-salle, rauque et brisée par l'alcool et la fumée. Lucie ne dit rien. Elle essaya de se diriger directement vers sa chambre, mais le bruit des pantoufles de sa mère se rapprochait. Donne-moi le test. Lucie hésita. Puis, comme si elle cédait à l'inévitable, elle sortit le journal de la poche de son manteau. Les yeux de Déborah parcoururent le numéro. Silence. Puis une gifle enflammée atterrit sur la joue de Lucie. « Petite, tu crois que je t'ai donné naissance pour m'humilier comme ça » siffla Déborah. « Maman ?» J'ai fait de mon mieux, murmura Lucie, la main sur la joue, les larmes ne coulant pas encore. Ses cheveux ont été soudainement tirés en arrière. Essayer ? Tu travailles comme un chien boiteux et tu appelles ça essayer. Déborah tira plus fort, puis poussa sa fille sur le sol froid. Lucie ne réagit pas. Elle se recroquevilla, les bras autour de sa tête. Je suis désolée, gémit-elle. Tu sais juste dire désolé. Comme ton salaud de père. Il s'est excusé aussi, puis il est parti avec. Le pied de Déborah heurta le sac à dos de Lucie, envoyant les livres voler dans le couloir. Derrière une porte fissurée, la vieille voisine Marie se tenait tranquillement, la tête secouant lentement, un murmure de tristesse dans son regard. Lucie rampa lentement. Sa joue saignait. Ses cheveux étaient en désordre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait les livres éparpillés. « Je voulais juste te rendre fière, » murmura-t-elle. « Fière ? Tu es aussi inutile que ton père. Tu étais une erreur dès ta naissance. » Déborah frappa l'air, comme pour chasser une mouche, puis claqua la porte de sa chambre. Ce soir-là, Lucie était assise devant un miroir brisé. Son visage tuméfié et rouge la fixait, déformé par le verre brisé. Elle posa la main sur sa joue, caressant délicatement sa peau sensible. « Si je disparaissais, peut-être qu'elle pourrait respirer plus facilement, » murmura-t-elle, les yeux creux. L'horloge faisait tic-tac dans la pièce vide. Le lendemain matin, l'alarme a sonné à 5 heures du matin. Lucie se réveilla. La douleur était toujours là. Elle se tourna vers l'autre lit. Déborah dormait encore profondément, une main posée sur une bouteille d'alcool vide. Sur la table de la cuisine, il n'y avait qu'un morceau de fromage moisi et un peu de pain rassis. Lucie le coupa en deux, l'enveloppa et le mit dans son sac. À l'école, elle gardait la tête baissée, évitant tout regard en traversant la cour. Émilie, la fille assise à côté d'elle, la regardait. « Ça va » gémit Émilie. Lucie hocha légèrement la tête. « Ouais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux te prêter mon cahier de mathématiques. » Lucie ne répondit pas. Émilie s'éloigna, son sourire s'évanouissant, comme un soleil d'hiver. Le cours de mathématiques commença. Anthony, le seul professeur que Lucie craignait et respectait, entra. Son regard se posa brièvement sur elle, mais il ne dit rien. Après le cours, lorsque les élèves furent partis, Anthony appela. « Lucie, attends une minute. » Elle se figea. Son cœur battait la chamade. « Oui monsieur. » Tu as l'air fatigué. Quelque chose ne va pas à la maison, demanda-t-il d'une voix inhabituellement douce. Lucie baissa les yeux. Non, rien. As-tu pris ton petit déjeuner? Elle secoua la tête. As-tu bien dormi? Elle hésita, puis murmura, pas vraiment. Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Anthony hocha la tête, pensif. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Lucie leva les yeux et croisa son regard pour la première fois. Il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux. Ce soir-là, elle s'assit à son bureau et ouvrit son cahier de mathématiques. Une tache d'encre avait formé la forme d'un cœur. Elle le traça délicatement du doigt. Si l'écoute,
Peut-être qu'il n'est pas comme maman, pensa-t-elle, et elle sourit un sourire faible, presque inconnu, sur son visage de jeune fille de 15 ans. Le lendemain, après l'école, Lucie était sur le point de quitter la classe lorsqu'une voix l'appela à nouveau. « Lucie, attends. » Elle s'est retournée. Anthony était appuyé contre son bureau, un petit livre à la main. Son visage était sérieux, mais son regard était doux. « J'ai un peu de temps. Voulez-vous parler ?» Lucie hésita, jetant un coup d'œil dans le couloir. Ses camarades disparaissaient lentement. Émilie se retourna, fronçant légèrement les sourcils en voyant Lucie réapparaître dans la salle. « Oui » répondit-elle doucement. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la salle de classe vide. Une brise soufflait par la fenêtre ouverte. Anthony a commencé. « Ce dernier test, ça ne s'est pas bien passé. Mais je ne suis pas fâché. Je veux juste savoir si quelque chose t'empêche de te concentrer. » Lucie regarda ses mains tachées d'encre. Elle secoua la tête. « Ce n'est rien, monsieur. » Anthony n'a pas insisté. Il s'est simplement assis et a ouvert le livre. « J'ai enseigné à beaucoup d'étudiants. Mais toi, tu as quelque chose de particulier. » Lucie fronça les sourcils. « Je n'ai rien de spécial. Tu es toujours assis tranquillement. Ton travail est soigné, même quand les réponses sont fausses. Et tes yeux, on dirait qu'ils sont au loin. » Silence. Puis, Lucie parla soudainement. « Ma mère ne m'a pas serré dans ses bras depuis 10 ans. » Anthony marqua une pause. « Il ne t'a pas serré dans ses bras ?» Elle hocha la tête. « Depuis que j'ai 5 ans. La dernière fois, c'était le jour où mon père est parti. Après ça, elle ne m'a plus jamais touché, sauf pour me frapper. » Un lourd silence s'ensuivit. Anthony ferma le livre. Sa voix s'adoucit. « Tu ne mérites pas ça, Lucie. » Elle leva les yeux rouges. « Je pensais que si je réussissais bien à l'école, peut-être qu'elle m'aimerait à nouveau. » Mais Anthony l'interrompit, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Tu es spécial. Si tu disparaissais, j'aurais le cœur brisé. » Lucie se figea. Elle le regarda, les lèvres serrées. Puis les larmes coulèrent, abondantes. « Pourquoi » s'étrangla-t-elle. « Pourquoi es-tu gentil avec moi ? » « Parce que je te vois. Tu n'es pas invisible. » Après ce jour, Anthony demanda régulièrement à Lucie de rester après le cours de maths. Personne ne semblait s'en apercevoir. Parfois, il lui offrait un chocolat chaud dans la salle des profs. « Juste pour t'aider à rester vigilant pour étudier » disait-il avec un sourire. Lucie hocha la tête, ses yeux s'illuminant à chaque fois. Il y avait quelque chose de nouveau, d'étrange, de chaleureux chez lui. Un jour, après les cours, Anthony a dit. « Il y a une réunion dans notre salle habituelle aujourd'hui. Alors, utilisons plutôt mon bureau. » Lucie l'a suivi. Son bureau était au bout du couloir, rarement visité. À l'intérieur, il y avait de nombreux livres, un vase de fleurs séchées et une douce lumière jaune. « Tu aimes cet endroit » demanda Anthony. « Oui. C'est calme. Comme toi. » Lucie sourit. Anthony posa doucement une main sur sa tête, caressant doucement ses cheveux. « Je suis fier de toi. Tu progresses. » Lucie rougit. Elle cherche ses mots. « Je ne veux juste pas te décevoir. »« Tu ne m'as jamais déçu, » répondit-il à voix basse. « Souviens-toi de ça. » Dès lors, plusieurs fois par semaine, Lucie étudiait en privé avec Monsieur Anthony. Son bureau devint son sanctuaire, un lieu sans cris, sans gifles, sans ombre. Un jour, alors que Lucie travaillait tranquillement sur des problèmes, Anthony prit la parole. « Avez-vous déjà pensé que peut-être quelqu'un se souciait vraiment de vous ?» Lucie leva les yeux. « Personne ne le fait. »« Ce n'est pas vrai. » Il s'approcha d'elle à pas feutrés et s'assit juste à côté d'elle. Une légère odeur d'eau de Cologne flottait dans l'air. « Tu mérites d'être aimé. Tu mérites quelqu'un qui t'aimera. » Lucie est heureuse doucement. « Mais si je dis quelque chose, ma mère se met en colère. Elle ne me laisse approcher de personne. » Anthony lui effleura doucement la main. « L'amour n'a pas besoin d'être dévoilé. Tant qu'il est gardé secret, c'est suffisant. » Lucie baissa la tête. Son cœur battait fort. Ce jour-là, à la fin du cours, Anthony se leva. Il fixa Lucie un long moment. « Qui es-tu ?
Il se pencha et déposa un baiser sur sa joue. Lucie se figea. « As-tu peur ?» demanda-t-il. Elle secoua doucement la tête. « Non. C'est juste que je n'ai jamais vécu ça auparavant. » Anthony la serra dans ses bras. L'amour exige toujours des sacrifices. Lucie ne savait pas quoi faire. Elle resta immobile. Une seule phrase résonnait dans son esprit, amour, sacrifice. La relation se poursuivit en silence. 2 mois passèrent. Anthony ne se contentait plus de lui effleurer la main ou de lui caresser les cheveux. Les baisers devinrent plus longs, plus intimes. Toujours dans une pièce vide. Toujours confidentiel. « Tu te sens coupable ?» demanda Anthony un jour. Lucie a dit au revoir. Jeune. Parce que je crois mériter cette tendresse. Parce que tu es spécial. Il insista, les yeux brillants. Toi aussi, tu es spécial. Un jour, alors que Lucie quittait la pièce, Émilie l'arrêta dans les escaliers. Que fais-tu avec monsieur Anthony? Lucie se produit au concert. Que veux-tu dire? Je t'ai vu sortir de son bureau à chaque fois. C'est juste du tutorat. Émilie devant les sourcils. Fais attention. Je ne lui fais pas confiance. Lucie part en visite. Tout tourne autour de toi. Émilie appela par-dessus son épaule. Ne laissez personne vous faire oublier qui vous êtes. Mais Lucie ne se retourna pas. Elle continua de marcher, l'écho d'une seule voix dans son cœur, celle d'Anthony. Tu n'es pas invisible. Tu mérites d'être près de moi. Il pleuvait à verse lorsque Lucie quitta le bureau de monsieur Anthony. Son léger manteau était trempé. Elle posa une main sur son ventre. La chaleur en elle se mêlait au tumulte de ses pensées. Anthony lui tendit une petite boîte de pâtisserie. Quelque chose de sucré, pour vous aider à rester lucide. Lucie le prit, les yeux toujours fixés sur ses mains. À chaque contact, son cœur battait plus vite. Non pas par peur, non. Mais parce qu'elle se sentait enfin regardée. Ce jour-là, toujours au bureau, Anthony était assis plus près que d'habitude. Sa main reposait légèrement sur son poignet, effleurant délicatement sa peau. « Ça va ?» demanda-t-il. Lucie a acquis. Mais tes yeux sont rouges. Ta mère t'a encore frappé? Elle ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête. Anthony soupira et sortit un embout buccal du tiroir. Essuie tes larmes. Tu n'as pas à traverser ça seule. Lucie marmonna. Personne ne peut m'aider. C'est le regard dans les yeux. Je peux. Mais tu dois me faire confiance. Lucie hocha la tête, presque imperceptiblement. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il se pencha, encore plus près. L'amour n'a pas besoin d'être public. Il doit juste exister. En secret. Le lendemain, après l'école, Émilie a interpellé Lucie dans le couloir. Tu m'évites, n'est-ce pas? Lucie a dit au revoir. Je suis juste occupée, avec le tutorat. Émilie a dit oui. Je sais où tu vas. Au bureau du professeur, plusieurs fois par semaine. Mon nom? Non, je suis seule. Lucie lui lance un regard glacial. Personne n'a besoin de s'inquiéter pour moi. Émilie a sorti un petit morceau de papier de son sac. Voici le numéro de la ligne d'assistance téléphonique pour la protection de l'enfance. En cas de problème. Lucie déchira le papier sous ses yeux. Tu ne comprends rien. Laisse tomber. À la maison, Déborah a également commencé à remarquer des changements chez sa fille. Un soir, elle a explosé. Tu donnes toujours des cours particuliers, n'est-ce pas? À qui, Lucie? Je te pose une question. Monsieur Anthony, mon professeur de mathématiques, répondit Lucie d'un ton neutre. Déborah éclata de rire sèchement. Un homme? Laisse-moi deviner, penses-tu qu'il t'aime? Lucie repose en silence. Déborah a renversé un verre d'eau. Tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Tu ne sais rien, absolument rien. Elle est comme moi. Je sais que tu es le genre de fille qui donnerait n'importe quoi pour qu'on lui caresse les cheveux. Tout comme ta mère avant moi. Lucie est partie. Lancer la conversation. Ce type, Anthony, il se sert de toi. Tu te crois spécial? Tu n'es rien. Lucie dit. Je t'aime.
La troisième gifle de la semaine atterrit violemment sur la joue gauche de Lucie. Déborah siffla entre ses dents. Petite dame. Le lendemain, Anthony remarqua l'ecchymose sur son visage. Il l'effleura du bout des doigts, la voix glaciale. Est-ce qu'elle t'a fait ça? Lucie a dit au revoir. Le ciel est sombre. Si tu as besoin d'un endroit pour t'échapper, je peux t'aider. Lucie grince des dents. Que fais-tu? Anthony murmura. Ce que je ressens dépasse les manuels scolaires. Je ne peux pas faire semblant. Lucie a demandé un document. Alors pourquoi ne pas rendre cela public? Anthony resta silencieux quelques secondes. Parce que le monde ne comprendrait pas. Mais si tu es patient. Quand tu seras assez grand, on pourra vivre en plein air. Lucie sourit. Elle le croyait. Ce soir-là, Anthony lui envoya un message. Vendredi, après l'école. Ne rentre pas. Je veux t'emmener dans un endroit spécial. Lucie arriva, comme promis. Anthony la récupéra dans une vieille Chevrolet. Ils roulèrent jusqu'à la périphérie de la ville, où les routes devenaient désertes, où le ciel semblait plus lourd. Cet endroit est paisible, dit-il en s'arrêtant devant une maison abandonnée cachée derrière un champ de canne à sucre. À l'intérieur, rien que le silence, un vieux matelas, une lampe de bureau, quelques livres empilés sur une caisse en bois. Anthony étendit son manteau par terre. Attendez un peu. Le vent nocturne est froid. Lucie s'assit. Ses mains étaient froides. Il les prit dans les siennes. Tu sais, quand tu as dit-il même, j'ai eu envie de te serrer dans mes bras tout de suite. Lucie revient. Virtuel? Anthony se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. Tu es le seul qui me donne l'impression que je peux aimer à nouveau. Lucie ferma les yeux. Le baiser n'était plus une surprise. Il persistait. Et ce qui suivit, elle ne le comprit jamais vraiment. Mais elle ne résista pas non plus. Les jours suivants, Anthony répétait sans cesse. Ne le dis à personne. Il gâcherait tout. Lucie a dit au revoir. Je te fais confiance. Un jour, nous serons ensemble. Plus besoin de nous cacher. En classe, Émilie vit Lucie pâlir, maigrir et se fatiguer. Un jour, elle demanda à nouveau. Lucie, de la mer? Lucie la regarda. Son visage était vide. Je vais bien. Tu n'es plus à moi. Tu ne parles plus, tu ne souris plus. Tu ne fais plus de maths. Lucie aime les filles. La personne ne comprend pas. Émilie est partie pour le plat principal. Si quelqu'un vous maltraite, vous devez arrêter. Lucie rentre à la maison. Je n'ai pas besoin de pitié. Un après-midi, Anthony emmena Lucie à l'infirmerie de l'école, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. Elle s'allongea sur la couchette, les yeux mi-clos. Comment te sens-tu? Demanda-t-il. Lucie a répondu. Étrange. Comme si je n'étais plus nouveau. Anthony est le personnage principal. C'est ça l'amour, Lucie. On apprend à donner. Lucie marmonna. Si aimer c'est se sacrifier, alors j'accepte. Anthony sourit. Tu es génial. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Lucie se regarda dans le miroir. Elle posa sa main sur sa poitrine. Je l'aime, n'est-ce pas, murmura-t-elle pour elle-même. Derrière la porte, Déborah avait collé son oreille contre elle. Son visage était tendu, empli de suspicion. Lucie s'eff. Il. Écarte-toi, je m'en occupe. C'était Anthony. Il la souleva et la porta dans sa voiture, fonçant sur les routes étroites en direction de la campagne. Lucie était affalée sur le siège passager, le regard vitreux. Lucie, qu'est-ce que tu dis? Elle hocha faiblement la tête. Je t'emmène faire une échographie. N'aie pas peur. Une échographie, murmura-t-elle. Mais, je n'ai pas mal au ventre. C'est juste un contrôle, coupa Anthony, la voix tendue comme un fil. La clinique était nichée au fond d'une ruelle déserte. Une vieille enseigne indiquait de Sainte-Marie Clinique. La seule personne présente était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés en chignon et son chemisier blanc taché d'encre bleue. Anthony entra, portant Lucie dans ses bras. Elle s'est évanouie en classe. Il faut l'examiner immédiatement. Et ses yeux se poseront sur elle. Puis elle se transforma rapidement en voyant la main de l'homme posée sur l'épaule de la jeune fille.
Son regard était vif, perçant, comme une aiguille tendue avant d'être cousue, mais sa voix restait calme, professionnellement détachée. Très bien, chambre numéro 2, s'il vous plaît. À l'intérieur, Lucie gisait immobile sur la table d'échographie. Le plafonnier jaune bourdonnait faiblement, projetant une faible lueur sur la salle stérile. Soulève un peu ta chemise, dit doucement le médecin. As-tu mal? Lucie secoua la tête, les yeux lointains, comme si elle fixait un endroit que personne d'autre ne pouvait voir. Anthony se tenait juste derrière elle, les mains agrippées au bord de la chaise. L'échographe se mit à émettre des bips réguliers. Une image floue apparut sur l'écran. Le médecin fronça les sourcils, ajusta la sonde et se pencha. Anthony s'approcha. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement mais toucha Lucie, puis désigna le moniteur. 2 battements de cœur distincts. Des jumeaux. Lucie s'assit soudainement, son visage s'illuminant d'une joie soudaine et radieuse. Vraiment, souffla-t-elle. Puis, se retournant, elle serra Anthony dans ses bras. On a réussi. Il tressaillit, sursauta. Lucie, faiblement, les yeux brillants d'émotion. Je les ai tous gardés pour que tu sois heureux, n'est-ce pas? Anthony ne dit rien. Sa main se serra sur son épaule, doucement, mais froide comme de l'acier forgé. Lucie, dit-il doucement, rallonge-toi. Je veux les revoir. Elle obéit en plaçant sa main sur son ventre. C'est un cadeau, à garder. Les seuls qui m'aiment. Le médecin frissonna. Son regard trahissait son horreur. Sans un mot, elle retira sa main, éteignit l'appareil et ferma l'échographe d'un geste décidé et expérimenté. Quelle est exactement votre relation avec cet étudiant? Demanda-t-elle catégoriquement. Anthony se tourna vers elle. Je suis son tuteur, autorisé par l'école. Elle ne répondit pas, mais la réponse était déjà claire dans ses yeux. Lucie continua à chuchoter, caressant doucement son ventre, sa voix tremblant comme le bord d'un rêve. Maman promet de ne pas t'abandonner, pas comme grand-mère, pas comme ma vraie mère l'a fait. Anne sortit sans un mot. Avant de refermer la porte, elle jeta un dernier regard en arrière perçant tous les masques du couloir puis s'appuya contre le mur et expira bruyamment. Une infirmière nommée Karen presque silencieusement. Tout va bien, docteur? Anne secoua lentement la tête. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, Karen. La fille, elle est enceinte d'environ 5 mois. Mais sa façon de parler, son comportement, son regard, ce n'est pas normal. Karen murmura, cet homme. Anne hocha la tête d'un air sombre. Il n'était pas paniqué, mais il lui a agrippé l'épaule comme s'il contrôlait son esprit et son corps. Dans la pièce, Anthony attendait le retour d'Anne. Lucie appuya sa tête contre sa poitrine, les yeux mi-clos. « Es-tu heureux » demanda-t-elle. « Ouais » répondit sèchement Anthony. « Tu ne dis rien. » Il posa doucement une main sur sa tête, caressant ses cheveux. « Je suis juste inquiète. Avoir un bébé, ça complique les choses. » Lucie serrait fermement sa chemise. « Je n'ai pas peur. Je les garderai, même si je suis seule. »« Tu n'es pas seule, dit-il. Je suis là. » Anne revint, un dossier à la main. Sa voix était posée, presque distante. « J'enverrai les résultats à l'adresse email du tuteur, mais je lui conseille vivement de consulter un psychologue. » Anthony hocha la tête, silencieux. Anne regarda directement Lucie. « Tu te sens bien? Quelqu'un t'a-t-il forcé à faire quelque chose? » Lucie sourit. « Non. C'est moi qui l'ai choisi. Je l'aime. » Cette phrase blesse Anne comme une lame froide. « Lucie, comprends-tu ce que signifie le choisir? Cela signifie que je l'accepte, parce que je veux le garder. » Anne regarda Anthony, puis de nouveau Lucie. « Je vais documenter ça. J'espère que tu comprends. » Anthony hocha la tête, sans expression. Alors qu'il quittait la clinique, Karen s'est tournée vers Anne et lui a murmuré « Vas-tu le signaler à la police ?» Anne regarda Lucie disparaître sous la pluie, s'accrochant fermement au manteau de l'homme plus âgé. « Pas encore » murmura-t-elle. « Si nous le signalons maintenant, il effacera toutes les preuves et pourrait lui faire du mal. J'ai besoin de temps. Et de preuves irréfutables. » Sur le chemin du retour, Lucie n'arrêtait pas de parler. « 2 bébés. Tu crois que ce seront des filles? » Anthony n'a pas répondu. « Je leur donnerai de beaux noms.
Espérance et foi. Parce que tu m'as appris ces deux choses. Finalement, il dit simplement, repose-toi un peu. Lucie sourit et s'appuya contre la fenêtre, une main posée doucement sur son front. Mais bébé, merci d'être venu. 3 jours par. C'était le milieu d'eux. Sur l'écran, les messages ouverts brillaient toujours. Qu'est-ce que tu as bien pu envoyer? La voix de Déborah se brisa, non pas à cause des larmes, mais à cause de la rage qui lui serrait la gorge. Lucie se figea. À l'écran, sa conversation avec Anthony était toujours ouverte. Des phrases comme « Si tu me quittes, les bébés n'auront plus personne. Aujourd'hui, tu m'as tenu plus longtemps et je me suis senti en sécurité, comme si j'étais en vie. Réponds-moi. » Déborah a crié. Lucie tremblait et se précipitait pour attraper le téléphone, mais il était trop tard. La gifle lui a frappé le visage comme un éclair. « Tu es fou? Tu crois que ton professeur t'aime? Tu as 15 ans. Maman, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense? » Déborah se précipita et attrapa Lucie par le col. « Tu envoies un texto à un homme de presque 40 ans. Je t'aime, je garde le bébé pour toi, c'est un fantasme où tu as vraiment. Je ne t'ai pas menti, sanglota Lucie. Déborah la laissa partir et rit, sauvagement et vivement. Bravo. Bravo. Encore meilleur que ta mère. Maman? S'étrangla Lucie. Déborah a claqué le téléphone sur la table. Il s'est brisé. Monte dans la voiture. Où allons-nous? Le seul endroit qui peut régler toute la folie qui se trouve dans votre tête. Le centre de santé mentale Saint-Joseph se trouvait à plus de 20 km de là, niché au cœur de collines froides et arides. Le portail en fer se referma derrière eux, telle une bouche avalant jusqu'à la dernière trace de lumière. Un grand médecin à la voix grave vint les saluer. Quel âge a ce patient? 15 ans, répondit rapidement Déborah. Mais son esprit, elle est délirante. Elle croit que son professeur est amoureux d'elle. Le docteur, Marc, hocha la tête et prit des notes. Un comportement violent? Non. Mais elle est enceinte. Lucie cria, maman. Pourquoi dis-tu ça? Déborah se tourna vers elle, les yeux flamboyants. Parce qu'on ne sait plus ce qui est réel. Marc demanda doucement, accepteriez-vous une évaluation psychologique, jeune femme? Lucie recula. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Déborah est intervenue rapidement. Je vais signer le formulaire de consentement. Fais-le, tout simplement. Lucie fut conduite dans une pièce d'un blanc immaculé. Un tableau de la Vierge Marie était accroché au mur. L'odeur de l'eau de Javel emplissait l'air. En face d'elle était assise une femme médecin nommée Evelyne. Pouvez-vous me parler de votre relation avec votre professeur? Lucie pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Est-ce qu'il t'a forcé? Elle secoua la tête. Non. Je l'aime. Et crois-tu que le bébé est la preuve de cet amour? Lucie hocha la tête. Evelyne a pris des notes rapidement. Avez-vous déjà pensé au suicide? Lucie leva les yeux vers le plafond. Je l'ai fait, mais pas à cause de lui. À cause de ma mère. Veux-tu vivre? Lucie murmura, seulement, s'il est toujours là. Dans le couloir, Déborah a rattrapé le docteur Marc. Je ne peux plus la garder à la maison, dit-elle, comme un ordre. Nous avons besoin de plus de temps pour évaluer la situation. Je n'ai pas le temps d'attendre. J'en ai assez fait. Maintenant, c'est ton tour. Après 3 jours d'évaluation, Lucie a été transférée dans une unité d'hospitalisation de courte durée. Aucun appel, aucun message, aucune visite. La 4e nuit, Evelyne entra tranquillement dans sa chambre. Lucie. Elle se tourna vers le mur. Il ne sait pas que je suis là. Evelyne parlait doucement. Tu peux tout me dire. Je ne suis pas là pour te juger. À quoi bon, marmonna Lucie. Ma mère m'a déjà abandonné. Le lendemain soir, Déborah est revenue à l'établissement avec un grand sac poubelle. Qu'est-ce que c'est? Demanda Evelyne. Ses affaires. J'ai vidé la maison. Tu as mis ta fille dehors? Déborah répondit froidement, ce n'est plus ma fille. Lucie fut appelée dans le hall. Lorsqu'elle vit le sac de vêtements aux pieds de sa mère, elle resta figée. Maman?
Déborah ne la regarda pas. Va vivre avec ton précieux professeur amant. Lucie s'est rapprochée. Je n'ai personne d'autre. Tu crois que je peux à nouveau te faire confiance? Déborah alluma une cigarette. Tu es comme ton père. Tu fais toujours souffrir. Je survivrai. Mais tu le regretteras. Déborah se détourna. Je le fais déjà, depuis le jour où tu es né. La porte de l'établissement s'est refermée derrière elle. Personne ne l'a poursuivie. Personne n'a tenté de l'arrêter. Lucie se tenait dans le hall, les bras autour du sac poubelle. Les larmes ne coulaient plus. Maintenant, elle était exactement ce que sa mère l'avait appelé, une ordure. Une pluie torrentielle s'abattit sur son visage lorsqu'elle franchit le portail. Pas de manteau, pas d'argent, pas de téléphone, juste un sac en plastique contenant quelques vêtements usés et un corps de femme enceinte de 5 mois. Personne n'est venu la chercher. Personne ne l'a accompagnée. Elle n'était rien de plus qu'un article périmé, jeté hors d'un magasin. Elle erra tout l'après-midi. Ses pieds étaient couverts d'ampoules. Lorsque le soleil disparut enfin derrière les immeubles pentus des banlieues de la Nouvelle-Orléans, Lucie atteignit un parc. Un agent de sécurité l'a repéré de loin. Cet endroit ferme après 18 heures. Tu ne peux pas rester ici. Lucie baissa la tête, une main sur son ventre. S'il te plaît, juste une nuit. Je suis enceinte. L'homme lui fit signe de partir. Ce n'est pas un refuge caritatif. Elle s'éloigna en titubant, serrant toujours son ventre gonflé. Cette nuit-là, elle se blottit sous un pont, au bord d'un terrain désert. Le vent se leva. Un chien errant s'approcha, renifla et grogna. Lucie ne bougea pas. Le chien la renifla de nouveau, puis s'allongea à côté d'elle, cherchant de la chaleur. Au moins, tu ne me demandes pas d'échanger mon corps contre un endroit où dormir, murmura-t-elle. Un homme émerge de l'ombre, voûté, les yeux perçants. Salut, ma fille. Si tu veux un endroit où dormir, il y a un prix. Lucie se redressa brusquement. Non, je ne peux pas. Il sourit. Tu penses que les gens aident gratuitement? Ne me touche pas, cria-t-elle. Il s'approcha. Lucie lui jeta son sac et courut. Les pas derrière elle s'affaiblirent, puis disparurent. Quand elle regarda en arrière, il était parti. Elle s'est effondrée sur les marches d'un marché abandonné, les bras enroulés autour de son ventre. Mes bébés. Je suis désolé. Je n'ai pas pu vous protéger. Une douleur sourde lui parcourut le flanc, premier avertissement de son corps. Le lendemain matin, le soleil se leva, mais l'air était glacial. Le givre recouvrait ses cheveux. Elle frissonna violemment. Une femme âgée poussait un chariot rempli de journaux et s'arrêta à côté d'elle. « Et ma fille, ça va » demanda prudemment la femme. Lucie hocha faiblement la tête. « Je n'ai tout simplement nulle part où aller. » La femme regarda son ventre. « Où sont tes parents ? » « Je n'ai personne. » La vieille femme s'arrêta, puis sortit une miche de pain rassis. « Mange quelque chose. Ne meurs pas de froid ici. » Lucie le prit avec des mains tremblantes. « Merci, madame. » Avant de partir, la femme la regarda une dernière fois. « Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a abandonné que vous ne valez rien. Souvenez-vous-en. » Lucie était assise seule. Le soleil caressait sa joue. Elle mordit dans le pain dur, mais des larmes coulèrent non pas de faim, mais parce que quelqu'un l'avait regardée comme si elle était humaine. Cet après-midi-là, un petit garçon s'est arrêté devant elle. « Mademoiselle, êtes-vous blessée » demanda-t-il. Lucie hocha la tête. « Ouais, mais ça ira. Ma mère pleure comme toi aussi, mais elle dit qu'elle doit vivre, pour moi. » Lucie essaya de sourire. « Quel est ton nom ? » Paul. « Je dois y aller, ma mère m'attend. » Lucie. Cette nuit-là, il pleuvait encore. Lucie s'abrita dans une vieille cabine téléphonique, dont la vitre était fissurée. Elle s'y recroquevilla, la pluie ruisselant par les interstices. Une femme sans abri traînant un sac rempli de canettes. « Ma fille, c'est mon endroit » croassa-t-elle. « Juste une nuit. S'il te plaît. Je suis enceinte. » Géraldine plissa les yeux. « À quel stade de développement êtes-vous ? » 5 mois, murmura Lucie. Les enfants d'aujourd'hui sont sauvages. Affirma la femme, puis s'assit à côté d'elle. Non.
Lucie. Je m'appelle Géraldine. J'étais comme toi. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Lucie ne demanda rien de plus. Mais sous la pluie, les deux âmes oubliées s'appuyèrent l'une contre l'autre. Ils n'ont rien dit d'autre. Mais ils n'étaient plus seuls. Le lendemain matin, Géraldine a remis à Lucie un vieux journal. Il y a une association caritative qui distribue du porridge chaud à l'Hyde Park. Lucie les remercia et s'éloigna en titubant. Lorsqu'elle arriva sur la place, une longue file s'était déjà formée. Elle se tenait derrière une jeune mère tenant un bébé. « Quel âge a l'autre » demanda la femme. Lucie se frotta le ventre. « Pas encore né. » La femme lui adressa un sourire triste. « Maman seule, hein ?» Lucie hocha la tête. « Je m'appelle Diana. Si tu as besoin de vêtements chauds, il y a une église à proximité, ils pourront t'aider. » Lucie avait besoin de répondre, elle hocha simplement la tête. Et quelque part, au plus profond d'elle-même, un frisson la parcourut, une lueur, comme si elle appartenait encore à ce monde. Cette nuit-là, sous le vieux pont, elle murmura. « Mes bébés, je ne peux encore rien vous offrir. Mais je suis toujours là. J'essaie toujours de vivre. » Un corps retentit dans le silence glacial de la nuit. Un vent froid souffla, lui mordant la peau. Pourtant, cette fois, elle se blottit contre l'épais manteau que Géraldine avait laissé derrière elle, une main sur le ventre, l'autre serrée contre elle. Lucie Will se tenait sur le toit d'un immeuble abandonné de l'ouest de la Nouvelle-Orléans, au 9e étage. Le vent hurlait, fouettant son visage du sel de la mer lointaine, de la poussière grise et des cendres. Derrière elle, l'obscurité. Devant elle, le vide. Elle ferma les yeux. « Maman a dit que j'étais une erreur », murmura-t-elle. « Et il a dit que l'amour exige des sacrifices. » Un pied s'avança jusqu'au bord du béton. Sa main reposait sur sa poitrine. Son cœur battait fort. « Tu n'as plus de père. Tu n'as plus de mère. Et je n'ai plus rien à te donner. » Le vent hurlait plus fort, hurlant pour la partie d'elle-même qui n'avait plus de voix. De sa poche, un morceau de pain tomba au celui que la vieille dame du journal lui avait donné. Elle baissa les yeux. Les miettes étaient poussiéreuses. Mais à cet instant, elle se souvint des mots. « Ce n'est pas parce que quelqu'un vous largue que vous ne valez rien. » Lucie marmonna. « Sans valeur. » Sa main se porta à son ventre. Le bébé venait de lui donner un léger coup de pied. Un frisson, un signe de la main, mais suffisant pour la secouer. Bébé du mois. Un autre coup. Elle posa ses deux mains sur son ventre et s'agenouilla. Ne me rends pas faible. Le vent va se lever. Le ciel semblait retenir son souffle. Lucie fondit en larmes, sans retenue, sans retenue. Si je meurs, qui te protégera? Qui te donnera un nom? Elle tremblait. Elle se releva en titubant, s'éloignant du bord du toit. Ses jambes semblaient sur le point de céder, mais elle continua. 2 heures plus tard, Lucie se tenait devant l'église qui distribuait autrefois du porridge chaud. Les portes étaient closes. Le soir tombait. Elle ne chercha plus refuge. Elle s'assit sur les marches de pierre, les mains sur le ventre, la joue appuyée contre son manteau. Tu es la seule raison pour laquelle je suis encore là. Ni pour lui. Ni pour personne. Juste pour toi. Une ombre s'approcha. C'était Géraldine. Ma fille, où étais-tu hier? Lucie leva les yeux. Je suis montée sur le toit. Géraldine fronça les sourcils. Ne me dis pas que tu allais. Lucie hocha la tête. J'allais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont emménagé là-bas. Géraldine s'assit à côté d'elle et sortit un beignet rassis. Ma mère m'a abandonné sur un marché quand j'avais 7 ans. Je pensais que j'allais mourir. Mais mon estomac me disait, si tu es encore en vie, tu peux recommencer. C'est pareil pour toi. Lucie se mordit la lèvre. Je suis si fatiguée. Géraldine a placé son manteau sur ses épaules. C'est normal d'être fatiguée. Mais ne laissez pas le désespoir vous pétrifier. Le lendemain matin, un groupe d'étudiants bénévoles est venu distribuer du lait et des pulls. Une jeune fille aux cheveux bruns et aux lunettes rondes s'est agenouillée à côté de Lucie. Jusqu'où es-tu allée? Lucie répondit d'une voix lasse. 5 mois. Tu as besoin d'aide. Il y a un centre pour les mères mineures. Je peux t'y emmener.
Lucie leva les yeux. Je n'ai pas de papier. Pas de tuteur. La fille sourit. Peu importe. Tant que tu voudras vivre, ils t'aideront. Lucie n'est jamais partie. Géraldine chuchota. Vas-y. Si tu restes ici, tu auras juste plus froid, plus faim et tu sentiras moins l'urine. Lucie hocha la tête. Une mini-fourgonnette se dirigea vers le centre au pavé mur blanc, jardin de lavande, rangé de petites pièces avec le nom de chaque fille sur la porte. Une jeune infirmière est arrivée, portant une couverture. Je m'appelle Hélène. Désormais, tu n'es plus seule. Lucie hésita. Hélène posa doucement une main sur son épaule. Son regard était empli de tendresse. Personne n'a le droit de vous priver de votre avenir. Pour la première fois, Lucie pleurait, non pas de douleur, mais parce que quelqu'un l'écoutait vraiment. Cette nuit-là, dans un lit propre, Lucie murmura. Mes bébés. Je n'ai plus rien, mais vous êtes là, et je vais essayer. Nous allons essayer ensemble. Pendant ce temps, le docteur Anne Maurice, restée silencieuse depuis l'échographie à la clinique de banlieue, ne cessait de penser à cette image obsédante, la jeune fille frêle, la joue posée sur l'épaule de son professeur, qui murmurait. Nous l'avons fait. Elle ne pouvait oublier l'emprise possessive d'Anthony sur Lucie, ni le regard hypnotisé d'un adolescent de 15 ans qui murmurait. J'ai tout gardé, pour te faire plaisir, n'est-ce pas? Assise à sa table, sous une lumière vacillante, elle écrivait à la main. Je suis technicienne en échographie à la clinique Sainte-Marie. Je soupçonne un cas organisé d'abus sexuels sur mineurs. La victime est enceinte de jumeaux. L'homme qui l'accompagne est un enseignant, et non un proche. Elle a joint les fichiers d'échographie, des photos et un rapport. Elle n'a pas signé. Elle a gravé une copie du rapport et inséré une clé USB. La lettre arriva au commissariat de la Nouvelle-Orléans le lendemain matin. 2 semaines plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison d'Anthony. 3 policiers en civil entrèrent. Quelques instants plus tard, le célèbre professeur de mathématiques en ressortit menotté. Que s'est-il passé? Murmura une vieille dame. Ils disent que c'est de la maltraitance. D'un étudiant. À Saint-Tropez, Lucie pliait des vêtements pour bébé lorsque l'infirmière est entrée. Lucie? Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Hélène s'assit à côté d'elle. Ils ont arrêté monsieur Anthony. La police a des preuves. Lucie se figea. Non. Ce n'est pas possible. Hélène lui prit la main. Il y a des caméras. Des témoins. Et le dossier envoyé par un médecin. Docteur Anne. Murmura Lucie en tremblant. Oui. Lucie recula. Mais, il m'aimait. Il a dit. À condition que nous gardions le secret. Hélène la regarda dans les yeux. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. C'était quelqu'un qui exploitait la confiance d'un enfant qui voulait juste exister. Lucie tombe au soleil. S'il t'aimait, pourquoi t'a-t-il caché? Pourquoi ne t'a-t-il jamais protégé en plein jour? Lucie ne répondit pas. Mais cette fois, ses larmes coulèrent, non pas par manque, mais par lucidité.